thème du puzzle au parcours, construire une filière de la santé connectée. Et nous allons donc parler écosystème, rôle des différents acteurs, le public, le privé, des modèles de déploiement et la maturité de la filière. Donc pour en parler, allez-y Marc, c'est bon, tout le monde est là et tout le monde a son micro. Je vais vous représenter brièvement Nadia Frontigny. Bonjour, vous êtes vice-président Care Management et directeur Mission Santé Silver chez Orange. Bienvenue. Marc Vucang, directeur général de La Poste Santé et Autonomie. Professeur Fabrice Denis, cancérologue, président de l'Institut national de la e-santé. Professeur Antoine Tenière, directeur général de Paris Santé Campus. Bonjour. Et Nicolas Castaldi, directeur du programme À Totel-Dieu de la PHP. Alors, on va commencer, si vous le permettez, par une première partie sur l'écosystème. Et c'est vrai que plusieurs lieux ont été lancés ces derniers mois pour donner de la visibilité aux projets et aux enjeux de la santé connectée. Alors, ma première question est pour Nicolas Castaldi, pour le professeur Antoine Tenière. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'ambition du programme À Totel-Dieu, Nicolas, et de Paris Santé Campus, professeur Tenière, et surtout la manière dont il s'articule dans l'écosystème? Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un an, sous le contrôle d'Antoine, on était à peu près à la même place. Je peux peut-être plus proche l'un de l'autre, mais le temps a passé. Non, mais pour précisément, maintenant on a mis Fabrice au milieu, ce qui permet de sécuriser les échanges. Mais en partie pour répondre à la question que vous nous posez là, je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est plusieurs choses. Il se passe indiscutablement quelque chose, je pense qu'Antoine pourrait en porter témoignage aussi, dans le champ de la santé numérique. Voilà, il y a une ébullition générale qu'on voit les uns et les autres, et on voit aussi que tout l'enjeu, c'est comment on passe de cette ébullition de start-up, de soignants, de médecins, de politiques publiques, à un moment où on avance réellement collectivement. D'où cette notion de puzzle que moi j'aime bien, qui est de se dire qu'il y a plein de pièces, mais il y a un moment, si les pièces n'ont pas conscience du fait qu'elles doivent former un puzzle, si possible avec une image désirable dessus, on va avoir un sujet. C'est aussi pour ça que c'est pas un hasard si on a vu émerger un certain nombre de grands lieux, de grands projets structurants au cours des derniers mois. C'est que je pense qu'on a besoin d'avoir des espaces comme cela qui permettent à la fois aux différents univers de se parler, les grands groupes, les startups, les soignants, enfin les startups, la recherche. On a besoin des startups, la puissance publique. On a besoin de lieux intégrateurs où en fait on puisse collectivement construire le puzzle qu'on doit construire. Et c'est pas un hasard que ces initiatives soient nées dans des pôles qui ont chacune des valences un peu différentes. À Totel-Dieu, c'est évidemment un environnement tourné vers le soin, les soignants, avec au fond l'évolution du plus ancien hôpital de Paris en à la fois un hôpital ambulatoire et puis un grand lieu d'innovation. Donc c'est vers le soin. Antoine parlera de Paris Santé Campus bien mieux que moi, avec une forte valence à la fois pouvoir public et puis recherche. Et puis il manque le troisième larron qui est Future for Care, qui là pour le coup a été créé par de grands acteurs industriels dans cette même optique. Ce qu'on essaie de faire, c'est chacun de structurer nos écosystèmes qui sont partiellement communs, et c'est pour ça qu'on a commencé à construire un certain nombre d'actions et de programmes communs, parce qu'en réalité, des startups vont de l'un à l'autre, ont des besoins côté grands groupes, des besoins côté soins, des besoins côté recherche, des besoins... Voilà. Mais on a besoin aussi de structurer ces écosystèmes-là, c'est-à-dire... il faut qu'on ait ces espaces d'intégration. Et puis je voudrais faire un dernier commentaire. Il nous est parfois posé la question de savoir, on entend, ce qui se comprend, des commentaires légèrement acides, voire acerbes, sur le mode de ça c'est la France. En France, quand on se met à faire un truc, on fait 3 grands projets, on ne fait pas qu'un seul. C'est notre côté pays d'Astérix. En réalité, quand on fait ce qu'on fait, à savoir régulièrement, à savoir accueillir des délégations étrangères qui viennent voir ce qui se passe à Paris, et qu'on leur montre dans la même journée ce qui se passe côté industriel à Future for Care, ce qui se passe côté recherche et engagement de l'État côté Paris Santé Campus, et ce qui se passe côté soignants, soins, côté À Totel-Dieu, ça a un impact considérable. C'est-à-dire, même en Chine, il n'y a pas un seul lieu pour tout.
C'est-à-dire, ça n'existe pas. Et un écosystème qui est puissant, c'est un écosystème qui a plusieurs moteurs. La question, c'est est-ce que ces moteurs tournent dans le même sens ou pas? On essaie de faire en sorte que ce soit le cas, mais c'est ça l'enjeu. Voilà. Et je laisserai peut-être Antoine, Antoine, oui, ouais, pour compléter, prolonger, compléter. Ténière pour Paris Santé Campus. Oui, absolument. Alors, je rejoins parfaitement ce qui a été dit. L'idée d'arriver à structurer des écosystèmes, la particularité du numérique, c'est qu'elle fait intervenir des acteurs qui ne sont pas forcément les acteurs classiques de la recherche ou du soin, et notamment toute la partie start-up et entreprise, avec une dimension tout à fait spécifique sur l'entrepreneuriat et les enjeux des applicatifs et des services, mais qui nécessite d'arriver à coordonner tout le monde, c'est-à-dire qu'il y ait des soignants ou des chercheurs pour comprendre les besoins de la recherche ou des parcours de soins justement, des entrepreneurs qui puissent répondre avec des outils, des services, des innovations et créer de la valeur pour leur propre entreprise, et puis des grands groupes qui vont accompagner, notamment pour favoriser également des stratégies d'open innovation par exemple. Donc c'est vraiment tout cet ensemble. La particularité de la santé en plus, c'est que le secteur est régulé par l'État, et donc le fait d'avoir les institutions, les pouvoirs publics, les agences sanitaires au cœur de cet écosystème, ça permet d'avoir un dialogue qui est complet, et c'est vraiment l'objectif que nous recherchons ensemble pour arriver à faire effectivement, alors je ne sais pas si c'est un chien-loup, un joli château, mais en tout cas un puzzle qui soit agréable et surtout fonctionnel. Et puis pour répondre à votre question, l'ambition de tout ça, au-delà d'arriver à aligner ces acteurs, c'est aussi de se dire que la France a été une grande nation avec la découverte de l'immunologie, des vaccins, avec la découverte d'un certain nombre d'éléments dans la génétique, et qu'elle a la vocation à être positionnée aujourd'hui dans le numérique, dont on sait qu'il va être le levier pour les grandes découvertes dans la santé de demain. Donc c'est vraiment cette ambition-là qui se porte avec un premier enjeu de structuration nationale, donc qui dépasse la région francilienne, évidemment, parce que c'est vraiment ensemble qu'on aura cette dimension-là. Et puis surtout, dans une réalité qui est très immédiate, qui est la réalité européenne, où là aussi on voit émerger, et donc on avait ce matin à Paris Santé Campus justement la coordination des experts européens sur la mise en place de l'espace de données de santé européen, où on voit émerger un certain nombre d'initiatives. On a vu beaucoup d'agilité, certains ne l'ont pas tous noté comme ça, mais sur les enjeux de vaccination et de coordination pendant le Covid, sur la mise en place des passes sanitaires européens. On voit la même volonté sur les enjeux numériques, espace de santé, stratégie de partage, etc. Et donc à nous d'abonder vraiment cette dynamique pour faire en sorte que l'ambition soit particulièrement haute et que derrière on puisse répondre de façon adaptée à la fois aux enjeux économiques pour les entreprises, aux enjeux scientifiques et fonctionnels pour notre système de santé, et puis aux enjeux éthiques, pour faire en sorte que les choix qu'on va poser sur les données de santé soient les choix français et européens et pas forcément la translation de choix d'autres continents. Merci. Alors effectivement, on voit différents acteurs. Il y a les acteurs du soin, les acteurs institutionnels, les acteurs économiques également, industriels. Nadia Fontini, quel est le rôle justement des acteurs industriels dans cet écosystème ? Alors, tout d'abord, moi, je voudrais reconnaître l'innovation déjà de avec le mot pulse, on y reviendra, et de pouvoir parler de filière industrielle, parce que jusqu'à présent, l'espace sonore, enfin l'espace médiatique, était plutôt comblé par les problématiques d'innovation, les problématiques de start-up. Vous faites allusion à Future Fokker et Orange aux côtés de Capgemini, aux côtés de Sanofi et Generali. On est fondateur de Future Fokker parce qu'il est indispensable, et d'ailleurs il a été fait allusion à ceci dans la table ronde précédente, il est indispensable d'articuler avec l'industrie. Ce qui est quand même bien, c'est que depuis le Covid, on peut enfin parler d'industrie sans que ce soit un gros mot. Donc je rappelle juste qu'Orange, on est... alors la tête de pont sur la santé, c'était Novacom, qui s'appuie sur l'ensemble des compétences du groupe Orange, bien entendu la connectivité, bien entendu la cybersécurité, sachant qu'Enovacom, son cœur d'expertise est l'interopérabilité et le stockage des données, puis le parcours patient. J'en viens également, bien sûr, il y a l'innovation, et il y a en ce moment un très très grand mouvement, et Orange est aussi un des fondateurs de GaiaX, il y a des grands mouvements sur le cloud souverain et les data space, c'est-à-dire les espaces de confiance, notamment les espaces de confiance de données de santé. Donc on est sur tous ces aspects du numérique. Ce qui est intéressant, c'est qu'enfin on peut parler de filière industrielle. La filière industrielle structurée sur la santé, c'est la filière
ITS, c'est-à-dire Industrie et Technologie de la Santé, avec deux énormes acteurs, le médicament, 60 milliards d'euros et qui exporte énormément, et le device médical, l'équipement médical, 36 milliards d'euros. Je sais qu'ici, Myriam Simino, qui représente Numéum, a beaucoup travaillé avec les acteurs de la filière industrielle santé en commission santé pour identifier quel était le poids du numérique en santé. Donc l'estimation actuelle est de l'ordre de 3 milliards d'euros. Je sais que la DGE, donc le ministère de l'Industrie via le CGIET, ce Conseil général sur l'industrie et les technologies, a évalué entre 2 milliards et 10 milliards d'euros. On est un nain encore, mais il n'y aura pas de dépassement. Quand on a loupé une innovation, c'est pas grave, il faut absolument anticiper et faire la suivante. Donc là, pour le coup, je suis sûre que si on s'y met tous, y compris les grands industriels, parce que c'est bien avec les grands industriels qu'on déploie, c'est avec les grands industriels qu'on investit, et notamment dans les standards. Moi, je dis simplement que dans Gaia X, qui prend le temps de travailler les futurs standards, notamment des espaces de données de santé auxquels vous faites allusion, ce sont les grands groupes qui, dans leurs frais généraux, peuvent payer des gens pour y travailler et défendre l'intérêt des industries françaises aussi au niveau européen. Voilà, avec ce panorama très général en parlant d'Orange, d'Enovacom, Orange et de la santé numérique française et dans le cadre européen, je crois que j'ai essayé de dresser un tableau général, sachant que 3 milliards d'euros, c'est très peu par rapport à un poids du domaine de la santé qui est 11 ou si on prend la totalité, 13% du PIB. Un marché émergent, effectivement. Vous avez souligné l'importance, tous, de travailler main dans la main, de converger, en tout cas d'avoir une ligne directrice. Vous avez évoqué tout à l'heure, Nicolas Castaldi, le partenariat avec Future for Care. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan? Parce que vous avez effectivement annoncé, et Paris Santé Campus, et À Totel-Dieu, et Future for Care, un partenariat en mars dernier lors du salon Made in Tech. Donc là, on n'est pas complètement un an après, mais on est quand même plusieurs mois après. Est-ce qu'il y a des actions que vous pouvez nous partager? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Alors, effectivement, ça fait quelques mois qu'on a eu l'occasion avec Antoine et Agnès d'annoncer ce partenariat. On l'a fait chez Muriel d'ailleurs, que j'avais vu dans la salle tout à l'heure, que je salue. Regardons les choses 6 mois après. Je vais une manière simple de répondre. C'est que jeudi matin, ensemble, Future for Care, Paris Santé Campus et Hôtel-Dieu, on va organiser pour la 2e fois une matinée entière d'accueil, immersion de start-up à l'hôpital, auquel espèce, avec un moment d'échange, de présentation sur comment marche un hôpital. Question bête d'abord, comment ça fonctionne, comment c'est organisé, qui décide de quoi, qu'est-ce que ça veut dire que faire des études cliniques, qu'est-ce que ça veut dire que interagir avec des soignants, et puis de faire aussi au passage une petite visite d'un service de soins. Donc c'est la 2e fois qu'on le fait. C'est-à-dire qu'en 6 mois, on a quand même déjà eu l'occasion de réitérer des choses, ce qui est plutôt un bon signe. Et c'est l'exemple typique des choses qu'on essaie de construire ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des startups aujourd'hui à Paris Santé Campus, il y en a à Future for Care, elles ont des besoins de compréhension du soin. Dans ces cas-là, on leur ouvre les portes de la paix et de l'Hôtel-Dieu et on travaille comme ça. On a également, toujours sous le contrôle d'Antoine, mais mis en place un petit groupe où on s'était dit qu'on voudrait construire notre offre à destination des startups avec les startups. Avoir une espèce de réflexe consistant à se confronter au regard du bénéficiaire final, on va le dire comme ça. On a mis en place un petit groupe de startups qu'on a déjà réunis une première fois, qui ont la caractéristique de bien connaître au moins 2 des 3 environnements, qui sont soit à Future for Care et à Paris Santé Campus, soit issus de l'AP, mais proches de l'un ou l'autre, pour nous aider à essayer de comprendre, en fait, comment aujourd'hui ce qu'on fait peut se compléter, et 2, ce qu'il faut éventuellement rajouter. Donc ça, on l'a mis en place, et puis on a toute une réflexion, un travail en parallèle sur la question de la data, qui est un peu le sujet majeur et le sujet collectivement le plus compliqué, dont on a le sentiment que si on le prend les uns avec les autres, on a plus de chances d'être capable de réussir à le faire avancer. Je finis juste en se disant que notre but, encore une fois, c'est d'essayer de créer de la plasticité entre les espaces, de se coordonner, de se parler,
et de porter une ambition commune. Vous l'avez parfaitement dit, madame, on n'arrivera à rien si on rentre dans une logique de guerre entre les grands groupes, les startups, l'État, bon. Donc il faut qu'on se coordonne, c'est ce qu'on essaie de faire. Et le juge, c'est l'environnement. C'est aussi à vous, c'est aux startups, c'est à tout le monde de nous dire si on a le sentiment que collectivement on crée de la valeur ou pas. J'avais une question aussi sur alors, les lieux que vous avez décrits, même si Antoine, vous avez dit que l'enjeu était au niveau national. Là, ce sont des lieux essentiellement franciliens. Est-ce qu'il existe des initiatives dans les territoires, en province, et comment surtout connecter les écosystèmes au niveau au niveau national, en fait, du maillage national. Professeur Ténière, peut-être, et Fabrice Denis pour compléter. Oui, merci. Effectivement, l'objectif, c'est d'aligner au maximum la vision et les actions de chacun des acteurs. Alors, il y a des outils qui aident bien pour ça, c'est les politiques publiques et puis surtout les financements. On a la chance aujourd'hui d'avoir des stratégies qui sont bien identifiées sur le numérique en santé et qui permettent d'avoir des vecteurs ou des leviers, en tout cas, qui rassemblent justement des consortiums comme ceux que nous créons ensemble avec des institutionnels, du secteur privé, des académiques, etc. Ça nous permet aussi de commencer à mailler le territoire et à connecter les écosystèmes d'innovation. Il y en a beaucoup. Ils sont très riches, ils sont très actifs. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte que la dynamique et l'envie qu'on voit de chacun des acteurs sur chacun des territoires soient alignés au service d'axes communs. Et pas un mouvement brownien qui va faire plein de choses, créer de l'animation, mais au final ne rien produire. Donc c'est vraiment l'enjeu derrière. Surtout, j'ai envie de dire, quand il y a autant de financements publics qui sont investis, notre responsabilité, c'est d'aller les chercher, de créer des choses avec, et puis de se coordonner tous ensemble pour arriver, comme on l'a vu là aussi pendant les périodes Covid, à avoir des réalisations dont certains, je pense, n'avaient pas imaginé qu'elles puissent être possibles, et dans des temps aussi courts, et de maintenir cette dynamique-là. Donc que ce soit à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, à Montpellier, à Lille, à Toulouse et dans plein d'autres endroits, on voit ces écosystèmes qui commencent à se connecter, où d'ailleurs les industriels sont bien positionnés, où la Poste a un réseau extrêmement maillé, parfois presque plus que le système de santé lui-même, et où finalement on peut arriver à diffuser cette notion d'alignement des acteurs autour d'objectifs communs, autour de programmes d'accompagnement, etc. Et ensuite arriver à connecter tout ça et donner au-delà des étrangers qui viennent à Paris et effectivement qui voient qu'il y a une dynamique, de la production scientifique, de la production industrielle, de la production entrepreneuriale, qui montre que la France est au niveau de ses ambitions. Merci. Fabrice, vous souhaitiez compléter? Oui, rapidement, il y a effectivement déjà des écosystèmes qui se créent dans des régions. Il y a une problématique en plus médicale qui souvent n'est pas la même que celle en Île-de-France en termes de déserts médicaux, en termes de carence en personnel soignant, etc. L'idéal, évidemment, serait de mutualiser les moyens et les connaissances entre écosystèmes, parce que c'est quand même compliqué de recréer un incubateur dans un département à partir de rien. Donc la mutualisation déjà des informations serait quelque chose d'important et effectivement des outils qui sont utilisés pour accélérer les développements des startups. L'autre chose, c'est bien sûr les financements. Et il ne serait pas ridicule d'imaginer que les départements, par exemple, aient une compétence en santé numérique et innovation. Pourquoi? Parce que c'est en général eux qui sont directement contactés par des inventeurs, des concepteurs, faute d'autre chose. Ils ont des capacités de financement importantes et on peut tout à fait imaginer une enveloppe innovation numérique en santé ou autre qui permettent très directement d'accompagner, de financer, voire d'amorcer certains outils ou certaines startups. Merci. Alors effectivement, différents acteurs qui sont positionnés et impliqués dans cette filière. Il y en a un qui est un petit peu à la croisée des chemins, j'allais dire, c'est le groupe La Poste. La santé, donc c'est un secteur sur lequel La Poste se positionne de plus en plus. Carla Gomez était là ce matin également pour parler de DocaPost. Pourquoi, Marc, vous investissez de plus en plus justement ce champ et quel rôle vous pouvez jouer? Tout à l'heure, le professeur Ténière soulignait que vous aviez un maillage parfois plus fin. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est votre stratégie en la matière? Bonjour à tous. Donc, tout le monde connaît La Poste, mais finalement, c'est vrai qu'on est également présent dans la santé. Et ça fait des années qu'on est à la santé. On réalise un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros. Alors, c'est petit à l'échelle de La Poste qui fait 35 milliards, mais on a déjà des activités significatives. On est le premier financeur
de l'hôpital public en France au travers de la Banque Postale. On est également, au travers de DocaPost, le premier hébergeur de données en santé. Et on se développe au travers de la recherche clinique avec des acquisitions comme EVA. Et on a également une activité avec Chronopost assez significative, puisqu'on fait du transport de produits sanguins en température dirigée au sein de Chronopost Healthcare. Donc la Poste, ce n'est pas nouveau. En revanche, c'est vrai qu'on a décidé d'avoir un développement beaucoup plus significatif. Pour quelles raisons? Premièrement, pour la diversification, parce que c'est important de trouver des nouveaux champs d'activité, et aussi parce que vous l'avez tous noté, il y a la sacoche du facteur qui se vide, et que nous, l'État ne nous permettra pas de nous retirer des territoires, et nous, on ne le souhaite pas, ça fait partie de nos gènes. Et donc, il faut quelque part que nous, on trouve un moyen pour réinventer notre présence en territoire. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Alors, on souhaite développer l'ensemble de nouvelles activités en santé avec quelques valeurs cardinales que vous connaissez de la Poste, à savoir l'éthique, à savoir l'équité. Alors, quand on parle de l'équité, c'est vrai que c'est pour tous les Français, et nous, c'est pour tous les territoires. Voilà, c'est vraiment universel. C'est vrai qu'on est très métropolitain dans ce type d'événement, mais pour nous, c'est un élément extrêmement important. Et un autre élément, c'est le tiers de confiance, sans lequel on ne va pas pouvoir faire émerger une filière significative. Voilà, donc c'est des éléments extrêmement importants. Et nous, on veut se mettre à la disposition des politiques publiques et contribuer à la transformation du système de santé au travers de 3 grands axes qu'on identifie. Le premier, c'est le domicile, parce qu'on sait que demain, tout peut être porté en grande partie au domicile. Et on a des filiales, aujourd'hui on a une quinzaine de filiales, on a des filiales de santé, prestations de santé à domicile. On a également beaucoup de start-up, dont une qui est Newcard, et qui s'occupe du monitoring de la suffisance cardiaque. Donc ça, c'est également un moyen de pouvoir assurer des services au domicile. On a également nos filiales de services à la personne comme Accès au d'Or. Donc ça, c'est la première brique qui est importante. La deuxième que vous avez tous évoquée, c'est le parcours de soins. Et on a fait l'acquisition d'Apital, qui est la conciergerie hospitalière et qui permet aussi d'accompagner la pré-admission et la post et le retour à domicile. Voilà, on a également Nouvéal qui travaille sur tout ce qui est numérisation des protocoles de soins. Donc ça, c'est également un axe pour nous qui est très important. Voilà. Et le dernier élément, on en a parlé entre hier et aujourd'hui, il y a eu un événement, c'est la prévention. Et nous, alors Carla en a parlé ce matin, le facteur joue un rôle clé et peut jouer un rôle clé dans la prévention. Et en complément, on a des expérimentations au territoire, notamment dans les Landes, où le facteur, il a un nouveau métier, on appelle ça un facteur accompagnant, qui a quelque part un conseiller autonomie et qui un type de care manager populationnel pour des seniors. Donc il y a des choses qu'on peut pousser, et au travers de ça, on essaye aussi d'animer en territoire. On a des conventions de partenariat avec, par exemple, le département de l'Ain, avec la Caisse des dépôts, avec la Poste, pour essayer de trouver et de réfléchir sur des questions de déserts médicaux. Et donc on essaye de plus en plus de s'ancrer sur des nouvelles réflexions et d'apporter au maximum en approche pragmatique des solutions pour pouvoir justement faire émerger ces différentes filières. D'accord, merci. Et avec l'idée, effectivement, on en a parlé depuis ce matin, de ce besoin de structurer ce parcours digital. Alors j'avais question plutôt pour Nicolas Castaldi et pour le professeur Fabrice Denis. Est-ce que tous les moments de ce parcours de soins sont aujourd'hui adressés ou adressables avec les technologies numériques? Ou est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'on progresse, on a bien progressé dans la vision globale du parcours de soins. Et en fait, je trouve que l'une des questions qu'on se pose peut-être pas assez, on est obsédé par les parcours en France, et à raison, parce qu'on a un système qui est cloisonné. Okay. Et on le sait. On sait que c'est une de nos faiblesses structurelles. Cloisonné ville-hôpital, cloisonné au sein de l'hôpital, cloisonné au sein de la ville. Bon. Donc on a ces questions-là, et donc on pense en permanence le parcours de soins comme, ça a été très bien dit par la citation de Molière, en se disant le numérique va être la solution à tous nos problèmes, et le premier d'entre eux, le cloisonnement. Moi, je trouve que c'est pas faux, mais comme ça a été également bien dit, le numérique ne sera pas une baguette magique qui suffira à effacer les cloisons et les séparations qu'on connaît. Donc là-dessus, il y a un travail
d'organisation, de portage, et tout le monde sait très bien que la diffusion des innovations, de ce point de vue-là, ne peut pas se faire sans avoir un substrat, qui est la volonté d'acteurs de porter ensemble des actions communes, sinon on n'y arrivera pas. En revanche, moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est le fait qu'on ne regarde pas suffisamment ce qu'on peut faire avec le numérique, qu'on ne fait pas ou pas suffisamment en physique. Et la table ronde précédente était consacrée à une réflexion sur qu'est-ce que le numérique enlève ou ajoute aux soins. On le pense par rapport au numérique physique, aux soins physiques, à ce qu'on fait aujourd'hui, et à ce qu'on ne fait pas. Et donc, pour donner un exemple et répondre à votre question, je trouve que le numérique, ça devrait nous permettre de travailler sur des maillons de la chaîne dont on sait qu'ils sont quasi inexistants ou insuffisants. Je donne un exemple majeur, à savoir... vous êtes un patient, vous voyez votre médecin, donc vous allez voir professeur Ténière, il vous anesthésie, il vous réveille un jour éventuellement. Non, vous allez voir un médecin, il vous prescrit des médicaments, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous les prenez? Est-ce que vous arrêtez de les prendre? Pourquoi vous arrêtez de les prendre? Qu'est-ce qui fait que vous réagissez bien, que vous réagissez mal, qu'il y a des effets secondaires que vous pensez repérer, et qui font qu'à la fin, vous faites votre petite tambouille à vous, vous arrêtez de prendre les pilules bleues, mais vous gardez les rouges parce que vous trouvez que celles-là vous font du bien? Cette question-là, elle est absolument majeure. Elle n'est pas traitée aujourd'hui. Dans le système de soins physiques, il n'y a pas grand-chose sur ça, à part de consultation en consultation, quand votre médecin ou votre soignant vous interroge là-dessus. Dans l'univers numérique, on pourrait faire des choses autour de ça, sur des questions d'observance. De la même manière, il est clair que le numérique nous permet sans doute de démultiplier les effets de la mise en place des infirmières de pratique avancée du côté maladie chronique. Donc, dans les suivis de parcours, dans l'accompagnement, dans la discussion sur le traitement, dans l'observance, il y a des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui parce que la ressource physique est rare, qu'on pourrait travailler dans le numérique. Moi, je trouve que, autant que la question de savoir si on couvre tout le parcours, la question de ce qu'on ne fait pas et qu'on pourrait essayer de faire en utilisant cet univers virtuel-là est une question assez majeure. Et vous, Fabrice, est-ce que la santé numérique commence à entrer dans des standards de parcours de soins? Alors oui, mais juste avant, je voudrais revenir sur le parcours de soins. On dispose d'ores et déjà d'outils qui permettent de la prévention primaire ou de la détection précoce d'anomalies pour faire entrer les patients dans des parcours de soins dès la présence de signaux faibles. Après, il faut avoir effectivement envie de les déployer et qu'ils soient pris en charge. Concernant les standards de soins, là maintenant, on ne peut plus dire que la e-santé, c'est du gadget ou de l'exotisme, puisque en oncologie, on a établi il y a quelques semaines les premières recommandations internationales en oncologie sur la télésurveillance pour indiquer que c'était un standard de soins et de prise en charge, car le niveau de preuve est suffisant pour dire qu'on a un bénéfice clinique appliqué aux patients qui en bénéficient sur la survie, la qualité de vie, la réduction des symptômes, des hospitalisations, etc. Donc, théoriquement, c'est un standard, la télésurveillance. Mais effectivement, comme le dit très bien Nicolas, ça ne suffit pas d'avoir des guidelines, il faut pouvoir les appliquer dans les établissements. Et notamment, il y a un besoin de financer les organisations liées à cette télésurveillance. Il faut des infirmières de coordination, des IPA, du temps médical dédié pour gérer les alertes. Parce que dans les essais cliniques, ça fonctionne très bien. Dans la vie réelle, on n'a pas encore tout à fait les données pour confirmer ces résultats. Donc ça fait partie des choses à valider, mais théoriquement, c'est un parcours de soins basé sur le numérique, où l'humain est au cœur de la prise en charge, mais s'aide simplement d'outils pour augmenter la pertinence de sa prise en charge. C'est-à-dire que les patients qui vont bien, on les voit moins souvent, et ceux qui vont moins bien, on va les chercher dès que ça ne va pas. Ça, c'est validé, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas rapidement déployé. L'autre élément, c'est, j'aime bien revenir sur la prévention, parce qu'on dispose d'ores et déjà d'outils susceptibles d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé, en faisant de la détection précoce de ce qu'on appelle les fragilités ou les préfragilités. Et ça, effectivement, La Poste et DocaPost sont tout à fait dans cette dynamique. Il y a l'outil ICOP, notamment. Il y a un outil qui est aussi en déploiement dans les Hauts-de-France qui s'appelle Tempoform, qui vise à évaluer dès 45 ans ou après les premiers signaux faibles de préfragilité qui prédisposent à une altération de l'espérance de vie en bonne santé. Et on peut les corriger. C'est de la prévention. C'est-à-dire qu'un patient de 50 ans qui commence déjà à avoir des troubles de l'équilibre, avec une application, ça se détecte très facilement, de la kiné adaptée ou de l'activité physique adaptée, et on sait très bien qu'on va améliorer les choses. Donc maintenant, effectivement, il faut mettre toutes ces affaires-là dans les mains des bonnes personnes le plus rapidement possible, et surtout avoir, on en reparlera certainement, un business model, parce que demander des niveaux de preuves cliniques élevés, c'est intéressant, mais il faut que derrière, les industriels puissent aussi se financer. Allez-y, Marc. Oui, j'aimerais juste rajouter, c'est vrai que
dans une filière de santé connectée, il peut y avoir des trous dans la raquette. Et pour moi, ce qui est extrêmement important pour nous industriels, c'est apporter justement la grande question, c'est redonner du temps médical aux soignants. Et tous les industriels, s'ils peuvent se substituer à ce processus-là pour aider justement les personnels soignants, professionnels de santé, c'est extrêmement important. Juste une petite illustration, on a eu un projet avec l'hôpital Henri Mondor et l'INCA, où l'objectif, c'est des patients qui étaient atteints de cancer, comment on apportait l'égalité, la chance pour tous sur le traitement de ce cancer, y compris avec des moyens numériques. Alors sur 80% des patients, il n'y avait pas de problème parce qu'ils étaient connectés. Et pour les 20% restants, les soignants avaient la préoccupation. Alors le problème, c'est que souvent, il y a les 80-20 et les 20 prennent beaucoup de temps. Et donc le tout, c'était d'essayer de faire gagner du temps aux soignants. Et donc nous, on a eu une approche, c'est avec Ardoise et Nouvéal. L'Ardoise, c'est la tablette numérique. On a réussi à réinclure sur ces 20%, 10% des gens. Et donc c'est quand même un résultat qui est significatif. Et après, il faut en même temps continuer, qu'est-ce qu'on fait pour les 10% restants. Voilà, mais je pense que dans l'approche, ce qui est extrêmement important, c'est voir toute la performance et tout ce qu'on peut apporter à l'hôpital, que ce soit en matière d'économie et de pratique, et encore une fois, avec une délégation maximale possible pour que des gens qui sont non administratifs puissent faire le travail de l'hôpital et l'aider dans ses actions. Alors, on voit bien, il y a des solutions qui existent, il y a une certaine émulation, une ébullition presque, on pourrait dire aussi de la part des startups parfois. Quand on pense construire une filière de la santé connectée, on doit aussi se poser la question, enfin ça soulève en tout cas la question de la maturité de cette filière. La semaine dernière, il y avait le Medicine Day, au cours duquel Medicine a présenté un baromètre en fait, qui montrait que finalement la filière santé numérique était encore assez émergente, moins mature qu'une filière biotech par exemple, et medtech d'ailleurs. Est-ce que c'est également ce que vous observez sur le terrain, vous Nadia ? Donc en fait, je vais répondre un tout petit peu différemment. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exemple que vous citiez, Monsieur Castaldi, parce que en fait, c'est une des pièces du Pulse. Et pour avoir épousé un amoureux des Pulse, et je sais qu'il y en a ici qui adorent les Pulse, quand mon mari prend sa boîte avec 4000, 5000 pièces, il commence par enlever le couvercle, cache le couvercle sous le lit et commence à mettre sur la table les 4000, 5000 pièces toutes bleues. Je lui dis, est-ce que tu vas faire un nuage? Il me dit, enfin, un ciel. Il me dit non. C'est la mer. Il commence par faire le pourtour et repérer les 5 ou 6 pièces du bateau, qu'on aurait pu prendre un avion, mais c'était un bateau. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut plus se permettre, compte tenu de la situation de santé des Français, la situation de l'industrie du numérique en santé, la situation même des professionnels de santé, on ne peut plus se permettre de garder le couvercle avec l'image. C'est vous qui avez utilisé le mot image sous le lit. Il faut qu'on se la réapproprie. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'innover si derrière, il n'y a pas de débouché. J'étais assise tout à l'heure à côté de Sébastien Steinmertz, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui me disait que super ce qui va lui arriver. Mais heureusement qu'il y a des grands projets qui permettent des débouchés. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que le numérique, il y a des très beaux fleurons en France. Je pense par exemple à Dassault, à 3DS. Je suis désolée de faire de la pub pour Dassault, mais en fait, ce sont des géants du jumeau numérique, même si d'autres acteurs, dont Orange, on traite du jumeau numérique. Pourquoi? Parce que dans un autre domaine, ils le sont. Donc ça veut dire que nous devons ensemble, au-delà de ce qu'on dit sur les startups, il faut absolument travailler ensemble l'image qui est sur la boîte du Pulse. Et travailler cette image, c'est relativement simple pour des acteurs du numérique qui ont accompagné toutes les entreprises de services à faire leur transformation de services. Il faut accompagner les lieux de soins, donc que ce soit l'hôpital. Vous citiez l'hôpital. Il faut aider les lieux de soins à distance qui sont les hotlines. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que en 2021, l'assurance maladie s'est appuyée sur Intermutuelle Assistance, donc un professionnel de l'appel téléphonique pour s'assurer que tout le monde restait bien confiné quand il était cas contact. Donc il faut absolument retravailler cette cible tous ensemble
Ah, mes petits post-it, merci beaucoup. Il faut retravailler toutes ces cibles ensemble. On a beaucoup évolué ces dernières années grâce à la doctrine du numérique en santé, grâce à la feuille de route, grâce au Ségur qui a amené de l'argent. On n'est pas au bon rythme. La preuve, c'est que Stéphanie Combe, tout à fait récemment, disait 50 millions d'euros pour travailler les entrepôts de données des hôpitaux. Ce n'est pas suffisant, il manque au moins un zéro. Mais au moins ça existe et il y a la conscience. Donc oui, c'est très important de travailler avec les startups, de comprendre, mais il faut classer. On est dans une énorme entreprise de services dans laquelle il y aura des lieux de soins à distance, c'est la hotline, et surtout de la santé numérique. Je ne dis pas du numérique en santé, je parle de santé numérique. Quand on parle des applications de suivi, c'était le pulse, la pièce du pulse que vous mentionnez en psychiatrie, mais également pour l'anorexie. On est clairement dans ce système de transformation d'une très grande entreprise de services. Et oui, on est mûr, mais ça se fait pas comme ça. Ça soulève la question du déploiement. Donc là, j'avais la question, quel déploiement en France et quel déploiement à l'échelle européenne, j'ai envie de dire, parce que le passage à l'échelle, après tout, il n'est pas qu'en France. Qui veut prendre la question sur la France? Et professeur Ténière, je pense que je la réserve pour vous, la question sur l'Europe. On pourra la partager, mais je pense qu'il y a peut-être un élément qui est essentiel que je vais aborder de deux façons. Quand on soigne des patients, on sait très bien que la meilleure valeur ajoutée, c'est le bon patient au bon endroit au bon moment. Et donc là, c'est ce que disait d'ailleurs Jacques Lucas tout à l'heure, le numérique qui a été confirmé par Nicolas, c'est le bon outil pour les bons patients au bon endroit et avec les bons applicatifs. Donc le premier enjeu pour nous, c'est de comprendre quels vont être les outils, quelle valeur ajoutée ils vont amener et de comprendre que l'innovation, elle doit avoir au moins deux caractéristiques. La première, c'est répondre à une problématique et la deuxième, c'est trouver un modèle de développement, notamment économique. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Si on n'a pas ça, l'innovation, elle pourra pas se déployer. Donc, il y a toute une logique à travers notamment la question des écosystèmes pour arriver à répondre à ces problématiques-là et créer un écosystème, c'est ça. C'est-à-dire mettre en contact des soignants qui ont des problématiques, des start-upers qui ont envie de changer le monde, des industriels qui ont envie d'accompagner et faire en sorte que chacun se parle pour comprendre quelle est la problématique qu'on va résoudre et comment on va la résoudre. Et derrière, mettre des gens qui vont comprendre le modèle de déploiement, à la fois sur le plan industriel, mais aussi sur le plan du système de santé. Il ne faut pas oublier, ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais qu'on a des payeurs, notamment la Caisse nationale d'assurance maladie, qui vont demander de l'évaluation du service rendu, et puis derrière, enclencher du remboursement. Donc c'est vraiment toute cette chaîne qu'il faut arriver pour qu'on puisse le déployer, et qu'on ait derrière, et je esquisse une réponse sur la question européenne, à la fois des éléments coordonnés qui nous permettent, notamment sur le numérique, d'avoir des espaces de données de santé à l'échelle de l'ensemble des États membres. Je pense qu'ils doivent être institutionnels, même s'il y a des initiatives qui sont intéressantes et qui, on va dire, peuvent montrer un petit peu le chemin. Et le corollaire de ça, notamment pour la partie économique des innovations, c'est qu'on sera en capacité de garder ces entreprises quand elles auront un espace de déploiement qui sera coordonné sur le plan européen. Il y a une initiative très intéressante qui s'appelle Scale Up Europe, mais qui aura tout son sens dans la santé quand on aura des modalités de remboursement, d'évaluation, etc., qui seront communes et qui feront en sorte que quand une entreprise veut se développer en France ou en Allemagne dans un gros marché, elle n'aille pas directement aux États-Unis. Je voudrais juste rajouter quelque chose pour rebondir. Vous avez tout à fait raison, vous parlez de modalités de remboursement et le médicament, qui est une industrie, hein, lui, il a son propre business model. Le numérique, c'est plus compliqué. Et il faut qu'on en parle, d'autant plus que, et c'est pour ça que la big picture, c'est-à-dire l'image qu'il y a sur le couvercle du Pulse, il faut absolument la travailler, parce que vous parliez des data space, donc qui sont européens, donc avec une vision européenne, c'est exactement la même chose pour le numérique. C'est-à-dire que quand on dit c'est trop compliqué d'avoir une santé européenne, ce n'est pas vrai quand on prend ça sous le meilleur angle. Je voulais dire également que la prise de commande publique, elle est clé pour le développement. Moi, j'en veux pour preuve ce qui s'est passé sur le Ségur ESMS. Comment va-t-on déployer le dossier résident sur 40 000, 48 000 établissements à coût de grappe de 15 établissements, alors qu'on le sait, l'économie numérique
à l'heure actuelle, elle est sous forme de plateforme. C'est-à-dire qu'au lieu de demander à 15 établissements de se réunir pour pouvoir faire un projet adoubé par l'ARS, trouver le financement venant de par le RESA, via la DGOS, trouver un porteur. Là, c'est extrêmement simplifié ce que je dis. C'est juste, demandons aux 48 000 établissements de se connecter à une plateforme qui reste à financer, comme tous les établissements de maisons de retraite, par exemple, se connectent à des plateformes pour la gestion du linge et de la lingerie. Alors, Juste, professeur Tenière et Nicolas Castaldi toute petite souhaitaient réaction. réagir également. Je ne suis pas sûr que les enjeux d'évaluation de remboursement soient plus compliqués dans le numérique que dans le médicament, simplement qu'ils n'existent pas encore ou pas tous. Donc il faut les inventer, et là aussi avec cette dimension globale. Et l'enjeu, c'est de les inventer rapidement parce que c'est une dynamique qui est très forte. Nicolas ? Non, peut-être juste sur la question sur le déploiement, ça va rebondir sur un certain nombre de points. Je pense qu'on est à une situation très paradoxale qu'il faut qu'on mesure tous collectivement. Aujourd'hui, il y a des déploiements qui existent de manière verticale, de solutions de prise en charge numérique, de suivi à distance dans des champs de spécialités déterminés. Ça existe, il y en a des petites un peu partout, en onco, en cardio, etc. Bon. Très clairement, si on reste dans cette dynamique-là, le système est condamné à une forme de nanisme. Parce qu'on est aujourd'hui dans un système où on continue à réfléchir le numérique dans des schémas de prise en charge verticale, par champ de spécialité cloisonné, avec une incapacité structurelle à passer à l'échelle. La question principale, je trouve que c'est la question centrale, c'est comment on arrive à faire de l'intégration horizontale sur des prises en charge pluripathologiques de patients à l'échelle de bassins de soins, d'hôpitaux, d'établissements, ce qu'on voudra, mais la question de l'intégration est majeure. Il n'y a aujourd'hui aucune incitation à la structuration d'horizontale. Et ce qui a été très bien dit aussi bien par madame que par monsieur, on est dans un système aujourd'hui où toutes les espérances de financement sont des espérances de financement verticales, sur des verticales avec des impacts prouvés, dans des schémas classiques d'accès au remboursement. Donc je trouve qu'aujourd'hui, on a un sujet. Et ce sujet, il faut sans aucun doute que les pouvoirs publics s'en emparent, mais il suppose que ceux qui peuvent jouer un rôle d'intégration dans le système, qui peuvent contribuer à dessiner le dessin sur la boîte, le dessin y compris opérationnel, hein, c'est l'intégration, l'interop, la conception même d'un environnement polypathologique, que ces acteurs le fassent. Ces acteurs, ils ne sont pas infiniment nombreux. Il y a sans doute de grands établissements de santé comme l'AP, ok. Il y a les grands industriels, mais ce travail-là, il faut qu'on le fasse. Sinon, encore une fois, on risque, et c'est plus qu'un risque, je veux dire, c'est notre état actuel, hein, d'être bloqué dans une stratégie de numérique qui complémente ou complète légèrement à la marge des prises en charge physiques dans un univers qui restera aussi morcelé et sans avoir rien de ce qui est apporté par l'intégration collective. Et je finis en disant, on a raison de se dire que le numérique, c'est une manière de rendre du temps aux soignants, de rendre du temps au système de soins, sans doute de faire des économies. C'est une manière de voir les choses, mais moi j'aime bien la notion que Philippe Raveau porte beaucoup et qui est une notion intéressante, qui est celle d'hôpital augmenté, on pourrait dire de soins augmentés, et peu importe la formule. Je trouve que l'ambition derrière, c'est de faire mieux avec des nouveaux outils que simplement de poser des rustines sur ce qui fait la part de faiblesse d'un système qui, par ailleurs, a de très nombreuses qualités. Je suis désolée, je vais devoir vous couper. On arrive à la fin de cette table ronde, mais je vais vous laisser à chacun quand même un petit mot de la fin pour qu'on soit plutôt sur une santé aussi porteuse de solutions, une vision un petit peu sur le long terme. Si vous pouviez chacun avoir, nous partager votre vision de la santé sur les 10 prochaines années, en 2030, rapidement. Et je sais en plus que, professeur Tenière, vous êtes pressé par le temps, donc vous allez devoir nous quitter bientôt. Mais en tout cas, pour les personnes présentes dans la salle, effectivement, on voulait parler d'interopérabilité, on voulait parler prescription, etc. On en parlera avec vous, avec plaisir, au cours de l'échange pendant le cocktail. Donc, Marc, pour commencer, Oui. votre partage de la vision. Moi, je vais manger mon temps de parole, mais pour moi, il y a quelque chose qui est extrêmement important au-delà du modèle économique et autres, c'est que pour avoir une filière de la santé connectée, il faut avoir une plateforme qui est numérique et physique. Et j'insiste bien sur le physique parce que le connecté implique du physique. Hein. Et lorsque à Hôpital, on a connecté les SI des CHU, ça nous a pris énormément de temps. Lorsque nous, avec MMCM et médicaments chez moi, on va être référencé probablement dans le store de Mon Espace Santé, quand on doit aller chercher les pharmaciens pour les enrôler, pour qu'ils livrent les médicaments, c'est un travail qui est colossal. Et donc, dans cette approche de la santé, de la filière connectée, il faut pas sous-estimer cet aspect numérique. Et donc moi j'espère que en 2030 on aura pris le virage de la santé préventive pour améliorer notre capacité de vie en bonne santé. Voilà.
Nadia, en 2 mots, si vous voulez un petit mot pour conclure. Alors, donc en fait, donc je voudrais rebondir sur ce souhait d'avoir la big picture pour pouvoir avancer. C'est vraiment pour moi la santé populationnelle est un axe très intéressant parce que sans perdre la face, ça permet également à l'État de trouver d'autres financements par tête d'habitants. Donc c'est pour moi une bonne façon d'avancer de façon structurée. Et puis surtout capitalisons. Quand la table ronde précédente disait l'humain est hyper important, c'est ce que vous disiez également. Mais bien sûr, faut surtout pas refaire les bêtises des hotlines inhumaines qu'ont fait les entreprises de services. Il faut absolument travailler sur ces dossiers-là. Mais donc, santé populationnelle qui permet une transversalité, mon espace santé qui fait entrer le citoyen dans ce système où il est quand même le premier concerné, hein, et puis, bien entendu, capitaliser sur la transformation numérique de toutes les entreprises de services qui permettra de dédramatiser les évolutions de métiers des professionnels de santé. Franchement, on a vraiment besoin de discuter de façon globale. Merci. Et, Si ça marche, oui, c'est bon. Ça devrait marcher normalement, c'est le cas. Voilà. Antoine Tenière. Pour moi, trois messages importants. Le premier, c'est que la meilleure valeur ajoutée, ça a été dit, mais c'est vraiment essentiel de bien le comprendre, c'est l'intelligence humaine et l'intelligence numérique ou artificielle, en tout cas si on parle des données. Et donc c'est vraiment cette combinaison, on le voit dans les études cliniques, les meilleures performances, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Donc il faut travailler dans ce sens-là, premièrement. Deuxièmement, quand on prend un petit peu de recul, on voit le numérique, on est le témoin, mais de façon plus large l'innovation, des cycles d'innovation qui s'accélèrent de façon exponentielle. Ça va très très vite. Et donc l'enjeu, c'est d'être en capacité d'intégrer cette innovation sous forme d'usage au quotidien pour nos patients et de les intégrer dans nos organisations humaines, à le faire tous ensemble. Et puis le troisième point, c'est qu'on en est qu'au tout début. Et donc il faut qu'on s'accroche vraiment, qu'on se retrousse les manches et que justement ces écosystèmes produisent ensemble et accompagnent justement les transformations de notre système de santé. Merci. Fabrice Denis. Rapidement, formation des professionnels de santé. Ils ne prescriront pas s'ils ne sont pas formés, s'ils ne connaissent pas la e-santé. Deuxième point, l'évaluation. Il y a 80% des outils disponibles qui n'ont quasiment aucun niveau de preuve clinique. Or, c'est bien le minimum quand même d'avoir une évaluation de ce bénéfice. Et puis enfin, les startups font des levées de fonds mais ne font pas de chiffre d'affaires. Donc à ce rythme-là, en 2010, je pense qu'on aura quelques difficultés s'il n'y a pas un accès au marché facile. En 2030. Passé, ouais. Un tout petit peu plus tard, ouais. 2010, c'est fini. 2010, c'est fini, en 2030. Très bien, merci. Et Nicolas Castaldi, le mot de la fin pour conclure. Retour vers le futur en 2010, pas mal. Non, 3 idées. 1, on vit une extension du domaine du soin, et ça c'est majeur, avec une notion de permanence, d'élargissement, de capacité à faire. Je trouve qu'il faut se donner ces objectifs, de rendre une ressource rare, difficile à atteindre, la rendre infiniment plus disponible et de travailler comme ça. 2, on l'a dit tous beaucoup, mais en fait il faut le mettre en pratique. Ce système, il doit être construit autour du patient. Et aujourd'hui, il est construit autour du soignant et des établissements de santé parce que ce sont les clients. Or, en vérité, le bénéficiaire final, c'est le patient. Et ce virage-là, on ne l'a pas pris, il faut qu'on le prenne. Ça va avec le premier. 3e point, on a des atouts vraiment exceptionnels pour construire ce système-là. On a une jeune génération de médecins qui est exceptionnelle, on a des soignants très engagés, on a une ébullition de start-up qui est absolument folle, on a de grands groupes. La vraie question, c'est de jouer collectif. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Merci à tous de nous avoir suivis.